Charles Garnier avait pour ambition de créer un temple de l'imaginaire, un univers allégorique, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Vous le connaissez certainement, l'Opéra Garnier est un des éléments majeurs du patrimoine français. Il est situé dans le 9e arrondissement de Paris et a été inauguré le 5 janvier 1875. Revenons un petit peu sur l'histoire de cet opéra qui est super intéressant. Le 14 janvier 1858, Napoléon III et sa femme Eugénie ont été la cible d'un attentat dans la rue Pelletier devant l'opéra du même nom. Alors heureusement, ils sont sortis indemnes de cet attentat à la bombe organisé par des anarchistes italiens guidés par Orsini notamment. Mais il y a eu de nombreux dégâts et de nombreuses victimes malheureusement. Dès le lendemain, Napoléon III va décider de la construction d'un nouvel opéra duquel il pourra se rendre directement depuis sa résidence aux Tuileries, sans risque et plus rapidement. Alors ce projet va être déclaré d'utilité publique par un arrêté impérial datant du 29 septembre 1860. Donc à cette date, en 1860, va être lancé un concours pour la construction d'une académie impériale de musique et de danse. Après un an d'émulation et d'examen entre les participants, c'est un jeune Parisien âgé de 35 ans qui est presque inconnu, à part le fait qu'il ait gagné 10 ans auparavant le Grand Prix de Rome. C'est donc Charles Garnier qui a remporté le concours. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on suppose que c'est Viollet-le-Duc, qui est un architecte assez important à cette époque-ci, qui aurait soufflé l'idée de ce concours à Napoléon III. Alors en fait, il aurait fait ça dans le but d'évincer son principal concurrent, qui était l'architecte de l'Opéra Pelletier, Charles Réau de Fleury. Au final, aucun des deux ne sera sélectionné et c'est Charles Garnier qui a remporté ce concours. Alors Charles Garnier veut un édifice qui se démarque du nouveau Paris haussmannien avec des diversités chromatiques, matérielles et décoratives complètement nouvelles. Alors la construction de l'opéra va débuter en 1862 et va être rythmée par de nombreuses complications à cause de problèmes de terrain et budgétaires. Alors le ministre des Finances va réduire de moitié le budget qui a été attribué à la construction de l'opéra. C'est donc ce manque de fonds qui va conduire à l'arrêt du projet en 1868, sans compter sur la défaite de la bataille de Sedan, quelques années plus tard pendant la guerre franco-prussienne. Il va tout de même y avoir une inauguration provisoire le 15 août 1867 à l'Exposition universelle de Paris pour présenter la façade principale de l'opéra qui était la seule à être terminée à cette époque et ça a été fait sur demande de l'empereur. D'ailleurs, l'impératrice Eugénie commenta « Qu'est-ce que c'est que ce style-là ? Ce n'est pas un style, c'est ni du grec ni du Louis XV, pas même du Louis XVI. » Ce à quoi répondra Charles Garnier « Non, ces styles-là ont fait leur temps, c'est du Napoléon III et vous vous plaignez. » Alors le bâtiment sera utilisé pendant 3 années comme entrepôt pour y stocker de la nourriture pour la ville. Vous vous doutez bien que ce projet va finalement être relancé pour aboutir à ce fameux opéra Garnier que nous avons sous les yeux aujourd'hui. Il va être relancé suite à un autre drame qui est l'incendie de l'opéra rue Pelletier en 1873. Donc à ce moment-là, on va redonner les fonds nécessaires à Charles Garnier pour finir la construction de son opéra. Et c'est sous la Troisième République que l'opéra Garnier verra le jour le 5 janvier 1875, après 15 années de difficultés. Alors une petite anecdote, c'est qu'au moment de l'inauguration de cet opéra Garnier, Napoléon III était déjà exilé en Angleterre depuis quelques années et il est mort en 1873, 2 ans avant la fin de la construction. Le gouvernement va être donc dirigé par le très conservateur MacMahon qui voulait effacer toute trace du Second Empire. Du coup, à l'inauguration de l'Opéra Garnier, Charles Garnier ne sera même pas invité et il va devoir lui-même payer sa propre place. Donc l'Opéra Garnier est connu aussi pour être baigné dans de nombreuses légendes, de nombreux mythes, quelques anecdotes qui font sourire que je vais essayer de vous raconter du mieux possible. Charles Garnier a lui-même choisi les peintres et les sculpteurs pour participer à la décoration de son opéra. Alors si vous connaissez un petit peu l'opéra Garnier, vous devez vous souvenir des quelques sculptures qui ornent la façade sud de l'opéra. Charles Garnier a donc choisi Jean-Baptiste Carpeaux. Il a donc réalisé un groupe sculpté en haut-relief en pierre pour orner cette façade qu'il a nommée La Danse. Donc dès sa découverte au public, la danse a fait un gros scandale chez les puritains notamment qui refusaient de voir la nudité des personnages devant un lieu comme celui-ci. La sculpture était jugée un petit peu trop réaliste au niveau des nus et un inconnu, une nuit, a décidé de lancer un pot d'encre sur la sculpture pour manifester son mécontentement. La sculpture a donc été retirée, une copie a été faite et l'original a été placé dans le foyer de la danse, là où les danseuses s'entraînaient, qui elles-mêmes ont signé une pétition pour la faire retirer. Un autre passionné d'opéra avait lui-même témoigné « J'ai une femme et des filles passionnées de musique et qui vont souvent à l'opéra. Cela leur sera impossible désormais car jamais je ne consentirai à les mener dans un bâtiment dont l'enseigne est celle d'un mauvais lieu. » Voilà, vous imaginez un peu le genre.
L'Opéra Garnier est baigné dans de nombreuses légendes, dont celle du mystère du lac souterrain qui a attiré la curiosité de nombreuses personnes. Alors pour commencer, le 28 octobre 1873, un jeune pianiste du nom de Ernest a eu le visage brûlé dans le fameux incendie de l'Opéra Pelletier. Il était accompagné de sa fiancée, qui elle était danseuse, qui a elle malheureusement péri dans les flammes. Dans une profonde tristesse et le visage défiguré, Ernest a décidé de se réfugier dans les sous-sols de l'Opéra Garnier qui à cette époque, nous l'avons vu, n'était pas encore fini. Il va donc séjourner jusqu'à sa mort près d'un bassin qui demeurait sous la construction, le fameux lac mystérieux de l'Opéra Garnier. Alors en réalité, ce bassin a été construit pour canaliser l'humidité et empêcher les infiltrations, et aujourd'hui, ça sert comme réservoir d'eau pour les pompiers quand il y a des incendies. On prétend alors que le fantôme d'Ernest se balade dans les couloirs de l'opéra, et en 1890, une jeune fille du nom de Christine affirme qu'il veille sur elle. Quelques années plus tard, il déclare sa flamme à la danseuse et lui avoue qu'il regarde toutes ses représentations depuis la loge 5. Alors si vous êtes déjà allé à l'Opéra Garnier, vous avez sans doute remarqué le fameux nom de cette loge, la loge du fantôme de l'opéra. Terrorisée par la passion que lui vouait ce fantôme, elle a donc décidé de fuir l'opéra et de ne plus revenir. Alors on va sauter quelques années dans le futur avec cette nouvelle légende, mais il faut avant tout préciser que l'Opéra Garnier est le 13e opéra qui a été construit à Paris depuis 1669. Alors je vous laisse deviner que ce chiffre 13 va être perçu comme une malédiction qui va entraîner plusieurs accidents dans l'Opéra Garnier. D'ailleurs, le 20 mai 1893, 2000 personnes assistaient à une représentation de Faust dans la plus grande salle de l'opéra. Quand tout à coup, le contrepoids qui tenait le lustre s'est détaché et est venu s'écraser sur une spectatrice assise au siège numéro 13. Alors, suite à cette tragédie, Christine, vous vous en souvenez, va obtenir le premier rôle de la représentation qui était auparavant détenue par sa rivale. Seulement là, elle comprend que la femme qui est décédée sous le contrepoids du lustre n'était autre que la mère de sa rivale, et là, elle se doute que cela devait être un coup du fantôme de l'opéra pour la faire revenir dans les lieux. C'est un coup manqué pour le fantôme de l'opéra, car quand elle s'est mis ça dans la tête, elle a décidé carrément d'abandonner la danse, de fuir l'opéra et ne plus jamais revenir. Ces deux histoires, donc le lac mystérieux sous l'opéra et le décès de la spectatrice au siège numéro 13, vont inspirer le célèbre écrivain Gaston Leroux pour son roman Le fantôme de l'opéra, venant rajouter du mystère et attiser la curiosité de tous sur ces fameuses malédictions. Alors venons donc à la dernière histoire qui à mon sens est très jolie, les voix ensevelies. Le 24 décembre 1907, Alfred Clark, président de la compagnie française du gramophone, veut créer un musée de la voix. Pour cela, il va faire don de 24 disques enfermés dans des urnes qu'il va cacher dans les sous-sols de l'opéra. Alors sur ces disques, il a enregistré les voix des chanteurs les plus importants de son temps, interprétant des morceaux incontournable du répertoire lyrique et dramatique. C'est alors le ministre de l'Instruction publique, Aristide Briand, qui enregistrera par écrit une volonté du donateur qui était de n'ouvrir les boîtes que 100 ans plus tard. C'est alors 100 ans plus tard, le 17 septembre 2008, qu'a été extrait le premier disque de son urne et qui s'est révélé être en parfait état de conservation avec une qualité sonore remarquable. Alors ces disques ont révélé une technique acoustique en usage à cette époque-ci pour capter les sons sans mode d'amplification. Alors pour ce faire, les artistes se plaçaient devant un cornet acoustique et braillaient leur interprétation. Les autres disques ont été extraits entre le 18 et le 23 septembre. On y trouvera la présence d'un extrait d'une symphonie de Beethoven qui est considérée comme rarissime, presque unique au XXe siècle. On aura aussi des extraits de compositeurs d'opéra comme Gounod ou Massenet, interprétés par des vedettes internationales comme Adelina Patti ou par d'autres jeunes artistes qui n'étaient pas encore aussi connus à cette époque-ci. Alfred Clark aurait de ce fait voulu conserver un patrimoine musical du XXe siècle en y rajoutant un petit peu de mystère et de magie. Alors voici un peu l'histoire de l'Opéra Garnier avec ses anecdotes et ses légendes qui font de ce lieu un lieu magique. Vraiment, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est un de mes lieux préférés dans Paris. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu.